Le petit point carotte. Salut tout le monde, cet épisode est le résumé des deux précédents. Celui sur le CNC et France Télé et celui sur l'intermittence, en passant un peu par le mini sur le Puy du Fou. Ah, mais franchement, t'en as pas marre de ces sujets? Si, mais comme c'est assez long et qu'il y a un rapport entre chaque, je me dis que faire un résumé sera plus sympa pour les personnes qui veulent juste survoler la question. Du coup, si vous souhaitez approfondir plus les sujets et ou que des chiffres vous interpellent, eh bien je vous conseille d'aller voir les vidéos précédentes pour plus d'infos et de sources. Elles sont en description. Tu vas pas prendre 3 heures pour faire l'intro d'un résumé quand même, non? C'est vrai, le premier truc qu'on entend souvent c'est que l'intermittence et le CNC sont des exceptions culturelles. C'est complètement faux. Dans d'autres pays, on a le même genre d'aide, mais elles ne sont pas nommées pareil. Ça serait comme dire que France Télé c'est une exception culturelle parce que ça n'existe pas ailleurs vu qu'ils ont leur propre programme télé et leur grille horaire alors qu'il y a plein de pays qui ont des chaînes télé publiques. Maintenant parlons du budget que rapporte la culture. C'est le 3e ou 4e domaine qui rapporte le plus à la France actuellement. Mais ces chiffres sont à prendre avec des pincettes. Car ils datent de 2022 et en sortie de pandémie, le spectacle vivant et le cinéma c'était une catastrophe par rapport aux réglementations en vigueur. En plus, on n'a pas les chiffres exacts, mais avant la pandémie, la culture était le domaine qui avait le plus gros taux de croissance économique. Sachant justement que le spectacle vivant et le cinéma sont en train de bien redémarrer, le classement risque de changer. Mais pas sûr, car avec les 3 derniers budgets de l'État, il y a de moins en moins d'investissement dans la culture, et sans investissement, pas de projet. Et pas de projet, pas de projet. Si pour l'intermittence vous entendez ces chiffres, ça coûte 320 ou 400 millions à la France, ça coûte 1 milliard, c'est un quart du déficit chômage, il y a 15% de fraudeurs. Tout ça, c'est faux. Ça vient du rapport de la Cour des comptes sur l'Unédic qui a été fait car Pôle emploi disait avoir un déficit de 4 milliards, mais il n'a jamais voulu donner ses comptes. Donc l'inconnu du déficit, on ne sait pas d'où il vient. Ça peut être effectivement dû à des dépenses légitimes, mais tout aussi bien à des frais abusés de la part de Pôle emploi, tout comme des trop gros salaires pour les dirigeants, du détournement d'argent, ou encore une trop grosse part donnée aux actionnaires, et j'en passe. Les 320 millions, c'était ce que souhaitait économiser le MEDEF sur l'intermittence. Et le milliard, c'est vrai, mais les cotisations des intermittents et intermittentes sont plus élevées que les dépenses. C'est donc un régime qui s'autofinance et même rapporte à la France. Et je parle de ça à l'époque. Actuellement, avec le nouveau statut, ça rapporte encore plus. En plus, France Travail est maintenant complètement bénéficiaire, donc même si ces arguments fallacieux avaient été vrais à l'époque, ils ne peuvent juste plus être pris en compte actuellement. Aussi, l'intermittence est un statut, pas un travail. Les personnes sous ce régime n'ont pas souhaité y être. Elles ont juste voulu un boulot dans un domaine qui fonctionne grâce à ce régime. Et rappelons-le, la Belgique a supprimé le statut artiste 1 an avant de le remettre précipitamment quand le gouvernement a remarqué la perte de projets et donc d'argent. Dans ces dernières vidéos, la Belgique a souvent été prise comme exemple car leur économie est proche de la nôtre. Et les 15% de fraudeurs, déjà si on retire le domaine public, ça tombait à 4%. Et rappelons-le, c'est les patrons qui choisissent le statut, pas l'employé. Donc ce qu'il aurait fallu faire, c'est plus encadrer le patronat que les personnes intermittentes. Ce qui a été vite retiré du projet à l'époque. Pour ce qui est de la permittence, c'est-à-dire les personnes qui sont sur un poste tout le temps. Eh bien il faut voir comment c'est estimé car on n'a rien par rapport aux chiffres. Si c'est sur une année, ça veut pas dire grand chose car il y a des projets qui prennent du temps et des postes qui peuvent durer plus d'1 an. Par exemple, un réalisateur, s'il met 3 ans pour faire son film, eh bien on pourrait le catégoriser comme permittent vu que pendant une année complète il a eu le même employeur. Mais du coup l'embaucher en CDI c'est pas possible car une fois le film fini, pour s'en séparer l'entreprise devrait se mettre officiellement en faillite ou un truc du genre pour ne pas payer d'indemnité chômage. Après il reste la possibilité d'embaucher la personne en intérim mais là du coup ça coûte plus cher à l'employeur car dans l'intermittence c'est l'employé qui cotise. Du coup, à partir de quel moment on estime qu'une personne est en permittence? Je dis pas qu'il n'y a pas de triche, mais comme il n'y a aucun chiffre ni d'études claires sur le sujet, pour moi c'est comme dire que 20% des personnes du MEDEF ont un ongle incarné. Comment je le sais? Bah ils ont tous dû déjà avoir un ongle incarné, alors 20% actuellement c'est peut-être plausible. Et toujours le même truc, c'est le patron qui choisit le statut, donc les permittents qui trichent, c'est une volonté patronale et non salariale. Ensuite, pourquoi ce statut? Le statut intermittent a été créé par et pour les patrons, car sinon les personnes étaient employées en continu et toujours dans la même entreprise, car les statuts précaires n'étaient pas viables à l'époque. Ce statut permet aux employeurs d'avoir des personnes qu'ils peuvent embaucher et virer facilement, car les boulots qui y sont rattachés sont des boulots discontinus. Car oui, si je prends l'exemple d'un film d'animation, les personnes qui vont travailler dessus ne sont pas là tout le temps du film. Comme sur cet exemple, dans un film d'animation, le monteur est présent au début du film, pendant et après le storyboard, mais il est de nouveau sollicité à la fin pour le montage final. Si on le gardait entre deux, il serait payé à se tourner les pouces en attendant. Je suis pas sûr que ça plaise aux patrons. Ça fonctionne un peu comme le statut de saisonnier, statut qui, depuis qu'il a été supprimé, fait qu'à chaque début de saison, plein d'entreprises se plaignent du manque de main d'œuvre. Et le truc que les intermittents sont des fainéants, c'est surtout que c'est un statut qui nous bloque. Car oui, si on n'a pas de boulot dans le milieu, on ne peut que être prof dans le domaine. Si on souhaite bosser sur un autre boulot qui n'a rien à voir, on perd le statut et donc les possibilités professionnelles que ça apporte et la mutuelle intermittente. Et cette mutuelle est vraiment très bien par rapport aux autres parce qu'elle rembourse très bien les soucis dus à notre travail. Un peu comme les mutuelles agricoles et autres spécialisées par rapport au domaine. Par exemple, Patman qui est vieillissant. Eh oh, ça va, oui. Eh bien, il a ses vertèbres qui se tassent et font de l'arthrose du fait de comment
moment il se tient pour dessiner, et son pouce qui tient son crayon commence à se bloquer. C'est des choses assez courantes dans le milieu, comme le nerf sous l'avant-bras qui s'abîme et qu'il faut déplacer au-dessus pour que la personne puisse continuer à travailler même si elle ne pourra plus tendre son bras complètement. Avec la mutuelle intermittente, c'est remboursé intégralement. Avec une autre, soit il faudrait payer beaucoup plus, soit il faudrait payer une partie soi-même. Mais par contre, des dysfonctionnements non dus à ce boulot sont moins bien remboursés. Mais du coup, grâce à ce statut et le CNC, il y a beaucoup de projets qui se font en France, comme tous ceux-là. Ça fait une tripotée. C'est aussi grâce à ça qu'on peut parler de la fameuse French Touch. Et super transition pour le CNC, tiens. Le but d'une transition, c'est justement que les spectateuristes ne la remarquent pas. Le CNC, déjà, c'est un organisme d'aide et de financement de projets audiovisuels. Donc, films, courts, moyens et longs métrages, séries, feuilletons, émissions et jeux vidéo. C'est un organisme qui prélève des taxes seulement sur les produits du domaine. Majoritairement sur les entrées de cinéma et les abonnements streaming. Contrairement par exemple à l'entretien des routes, si tu n'as pas de véhicule, tu payes quand même alors que tu ne t'en sers pas. C'est un organisme indépendant de l'État, même si le directeur est nommé par le président de la République. Ce qui évite d'en faire un organisme de propagande. Oui, car les projets sont choisis par un jury composé de professionnels. Et non, ce n'est pas idéologiquement orienté. Par exemple, l'un des prochains jurys est composé de personnes qui travaillent à Canal+, chaîne et groupe complètement orienté par Bolloré. Et même la production de Sacré-Cœur va avoir une aide automatique sur son prochain film. Je précise dans ce sens car les personnes qui disent que c'est orienté sont souvent des personnes d'extrême droite. Et puis simplement pour dire, est-ce que tous ces films-là ont la même orientation politique ? Non. Et au niveau des chiffres, c'est plus que rentable. Le CNC investit 846 millions. Si on prend seulement les chiffres qu'on a directement, c'est-à-dire l'exportation et le jeu vidéo, ça rapporte au domaine 8 milliards 650, et donc si les entreprises paient bien leurs impôts, ça rapporte 2,941 milliards à la France, et donc 2,1 milliards au total. Et là, on ne comprend même pas la part que rapportent les films français et l'audiovisuel sur le territoire. Ce qui rapporte bien plus que les chiffres énumérés juste avant. Pour juste illustrer, 44% des films regardés en France sont des films français. C'est d'ailleurs le plus gros taux pour un pays libre avec une ouverture sur le cinéma étranger. Ensuite, on peut entendre que le CNC finance trop de films, environ 300 par an. En proportion par rapport aux pays voisins, c'est pas tant que ça. Mais surtout, c'est qu'on est très peu au courant de ce qui sort. Pour moi, c'est plus une faute des diffuseurs qui vont mettre en avant ce qu'ils pensent que les gens veulent voir, plutôt que mettre en avant des films qui n'ont pas les moyens de faire de la pub. Par exemple, si t'es au courant de 15 films financés par le CNC, ça veut dire que t'es au courant juste de 5% qui l'ont été. Ben oui, est-ce qu'il faut vraiment mettre des bandes annonces des films Marvel quand tu vas voir un film alors qu'il y a déjà plein de pubs sur le net, les panneaux publicitaires et autres plusieurs mois avant la sortie de leur film? Est-ce que ce serait pas mieux de mettre en avant les films à petit budget où tout l'argent a été mis pour faire le film et donc lui assez pour faire une promo? Ce qui nous fait venir à une autre remarque, ne pas financer les films qui ne vont pas fonctionner. Bon, déjà ça c'est idéologique, ça veut dire qu'un bon film est un film qui fonctionne. Je reviens pas sur La Reine des Neiges et le matraquage promo qui a fait que plein d'enfants n'en pouvaient plus de l'attendre, mais déjà il y a plein de films qui ont fait des flops à leur sortie mais qui sont maintenant considérés comme cultes. Et surtout comment savoir quel film va fonctionner? Je reprends l'exemple de Sixième Sens, mais David Vogel s'est fait virer de Disney parce qu'il a acheté les droits alors que personne n'y croyait. Pourtant, le film a fait un tabac. Mais quelle expression de vieux! Et cette fois, pas de transition. France Télé. Ah bah si en fait. C'est un diffuseur. Alors le financement de France Télé c'est 2,6 milliards et le chiffre d'affaires c'est 3,3 milliards, donc ça rapporte à la France 700 millions. Donc non, ce n'est pas un investissement nul, ni un gouffre financier. Et ça sans les pubs au milieu des films, et c'est ce qui rapporte le plus aux chaînes privées. Mais du coup, si les chaînes privées font ça pour gagner de l'argent, est-ce que ça devrait pas être elles qu'on devrait supprimer ou nationaliser? Ensuite il est dit que c'est n'importe quoi parce qu'il y a plusieurs personnes au même poste. Déjà pour les directions régionales, je ne suis pas sûr que quelqu'un de Bretagne soit content si la direction de France 3 Bretagne était dirigée par la direction de France 3 Nord-Picardie. Et pour les autres postes, eh bien c'est normal. France Télé est diffuseur, ce n'est pas un studio. C'est-à-dire qu'ils ne font pas les émissions et les films, ça c'est des studios privés. Par contre ils vont faire les génériques, l'étalonnage, le mixage son et d'autres choses pour que justement ça aille dans leur format de diffusion. Du coup France Télé fait appel à des personnes intermittentes pour ça, car pareil, ce n'est pas du boulot constant. Donc oui, il va y avoir plusieurs personnes au même poste, mais jamais au même moment. Par exemple, le court-métrage Superman vs Goku se finit en mai. On appelle Patman pour faire l'étalonnage quand il est terminé. Puis pour la série Les Vautours qui se finit en juillet, Patman n'est pas disponible car il bosse sur Guerre Épée. Du coup, pour l'étalonnage de la série Les Vautours, on appelle Flaquette. Il y a donc bien deux personnes sur le même poste, mais pas au même moment. Et c'est exactement la même chose dans les chaînes privées. Donc quand vous avez cet argument à la télé, c'est vraiment qu'on se fout de votre gueule. Parce que oui, ils savent comment fonctionne leur entreprise. Mais du coup, des chaînes publiques qui font appel à des studios privés qui bossent pour des chaînes privées, ça permet pas vraiment d'avoir une réelle indépendance? Je dis pas que France Télé, tout comme le CNC, c'est parfait. J'en profite de cette phrase pour ajouter une petite info toute chaude que je trouve nulle sur le CNC. Ultia a été viré de sa place de juge pour le jury du CNC Talent. Mais qu'est-ce que le CNC Talent? Qui est Ultia? Ça veut dire quoi d'être viré? C'est bon, laissez-moi parler, vous allez avoir toutes vos réponses. Le CNC Talent, c'est pour financer des projets sur des plateformes vidéo. Contrairement à ce que le nom
nom laisse penser, il faut déjà avoir un nombre de vues et d'abonnés considéré comme suffisant pour y accéder. Cultiel a priori une streameuse gaming, mais j'en sais pas plus. Pour moi, l'e-sport c'est comme le sport, ça m'intéresse pas de le regarder. La seule fois où j'en ai entendu parler, c'est parce qu'elle a eu une très violente vague de cyberharcèlement parce qu'elle a simplement dénoncé un comportement sexiste dans la Z-Event. Donc elle a été virée parce qu'elle a dit sur un live que c'est impossible d'être impartial et que si un de ses amis se présente, elle votera pour son projet, mais que si c'est une personne d'extrême droite, là non. Je trouve que ce qu'elle a dit c'est normal, personne n'est réellement neutre pour voter pour des projets artistiques, parce que c'est des projets qui racontent des choses, donc eux-mêmes ne sont pas neutres. Chaque projet va plus ou moins toucher les personnes qui vont voter. Et donc une personne très à droite ou d'extrême droite ne votera jamais pour un projet communiste, on s'en doute, c'est pareil dans l'autre sens. Il est donc impossible d'être impartial. C'est pas pour rien qu'il y a une dizaine de personnes dans les jurys, justement pour ajouter de la neutralité vu que chaque personne est différente. Et comme ça, si une personne est amie avec une autre qui présente un projet, eh bien sa voix est moindre car il y a une dizaine d'autres personnes qui pourront dire non, en fait le projet est nul, on est contre même si c'est ton pote. J'ai aussi participé à des jurys, et oui, tout le monde le sait, et même ça se dit entre nous, mais effectivement ça ne se dit pas officiellement, même si tout le monde le sait. Même pour les formats de base dans un jury, quand il y a des personnes de chaîne télé, ils ont tendance à privilégier les séries, alors que les personnes plutôt côté artistique vont plutôt favoriser les courts et longs métrages. Un autre truc aussi là-dessus, c'est pourquoi, alors que les aides au concept et à l'écriture pour les séries, feuilletons, courts, moyens et longs métrages, les projets sont anonymisés et pas pour le CNC Talent. Juste ça éviterait de base la non-neutralité par rapport à une personne qui présente son projet. Je vois pas pourquoi c'est le cas pour les projets télé et cinéma et pas pour les projets internet. Et pour finir sur cette histoire, le CNC a cédé suite à une polémique lancée par un compte Twitter X qui est connu pour lancer des vagues de cyberharcèlement sur les personnes de gauche et qui est affilié à l'extrême droite. Donc suivre ces polémiques, c'est accepter d'écouter l'extrême droite, alors que quand la gauche lance des polémiques par rapport à des personnes qui sont acceptées dans des jurys, là il ne se passe rien. D'ailleurs, vu que Bolloré voulait garder un pédocriminel sur sa chaîne, je vois pas pourquoi il est accepté que des membres de Canal+ soient dans des jurys actuels dans ce cas. Je trouve personnellement que couvrir un pédocriminel c'est pire que quelqu'un qui dit ouvertement ce que tout le monde sait. Soit on écoute tous les bords et dans ce cas une personne qui n'est pas appréciée n'est pas susceptible de faire partie d'un jury, soit on assume les personnes sélectionnées et on le dit clairement, la neutralité d'une personne est impossible, d'où l'intérêt du jury. Je profite de cette immense parenthèse pour ajouter un truc sur France Télé, car dans la vidéo je parle surtout pour le point de vue des spectatrices. Je ne parlerai donc pas de certains salaires complètement indécents de certaines personnes et je ne compte pas faire d'enquête approfondie entre salaire, studio, bénéfices, personnalité, etc. Comme d'ailleurs ne fait pas l'enquête actuelle du gouvernement. Mais pour ce point, j'ai juste envie de dire, c'est le showbiz, c'est débile et aberrant, mais si France Télé veut continuer à avoir des émissions qui intéressent, faut mettre le prix. On est dans un monde libéral, faut faire avec. On ne peut pas reprocher à France Télé ce qu'on ne reproche pas aux autres chaînes. Oui, Canal+ est bourré d'argent public, mais ça personne ne le crie sur tous les toits. Surtout quand c'est économiquement viable et que tous les indices laissent à penser que ça reste l'un des, si ce n'est le diffuseur préféré des Français. Mais je vais quand même partir sur un reproche personnel. Pour un projet, j'ai travaillé avec eux et deux trucs m'ont fait halluciner. La direction fournit des protocoles qui datent et quand on arrive avec les graphistes, ils nous disent que c'était les bons il y a 10 ans. Faudrait discuter entre vous. Personnellement, j'ai mis 2 jours à tout exporter, vérifier, prévoir en avance des trucs pour aider, alors qu'en fait, je pouvais venir directement avec mon dernier fichier de montage. 2. La non-compétence de certaines personnes chez eux. Ce sont des graphistes qui sont en place depuis un moment mais qui ne sont pas formés aux nouvelles technologies. Par exemple, pour un générique, car il faut fournir les génériques sans logo ni écriture pour qu'ils les mettent eux-mêmes. J'avais sorti les différentes versions au cas où et aussi des croix de tracking pour que le suivi des éléments soit simple. La personne qui devait s'occuper de ça ne savait pas comment ça fonctionne et a décidé de le faire à la main. Conclusion, les titres et logos glissent sur les éléments dans le générique. Et le tracking, maintenant, c'est des compétences qui sont données en première année d'école. J'avais donc des élèves plus performants qu'une personne à France Télé. L'ancienneté ne me dérange pas du tout, mais dans un milieu qui évolue assez vite, former ses employés me semble important. Ou bien dire aux studios qui travaillent avec eux que ce qui est maintenant habituel n'est toujours pas possible chez eux, car il vaut mieux faire un truc moins bien qui fonctionne qu'un truc mieux qui est dégueulasse. Mais bon, le tracking, c'est un truc qui existe et est simple depuis plus de 20 ans quand même. Je dis pas que France Télé, tout comme le CNC, c'est parfait. Juste comme exemple, une personne d'extrême droite a dit sur un plateau de France Télé que France Télé coûte 4 milliards à la France. Je pense qu'il voulait dire 3,3 milliards, mais bon, passons. Et puis, c'est ce que ça rapporte en fait. Et la journaliste n'a rien répondu. C'est franchement médiocre que quelqu'un puisse dire ça sur une chaîne publique sans qu'il ne soit repris. C'est quand même une fois que tu as passé la table des matières et le chapitre procédure et méthode, la 5e ligne. Il suffit juste d'aller à la page 7 du rapport de la Cour des comptes. Après, c'est pas mieux sur les chaînes privées. Donc oui, il y a des choses à revoir, mais les supprimer ou les privatiser, c'est faire perdre de sérieuses rentrées d'argent au pays. Alors quand on n'arrête pas de dire qu'il faut faire des sacrifices pour rembourser la dette, c'est de loin une très mauvaise idée. Sauf si c'est idéologiquement orienté. Ça serait pas un peu politique cette allusion? Oui, car justement, si j'ai fait ces vidéos, c'est parce que le RN est Reconquête, mais aussi un peu les LR et les macronistes tapent beaucoup sur la culture en ce moment. Et vu les derniers budgets de l'État, c'est pas les seuls. Mais pour le coup, ce qu'ils disent, c'est soit du mensonge, soit de l'idéologie, soit de la non-connaissance. Et donc de l'incompétence. Après, les trois ne sont pas incompatibles. Si tu ne connais pas ton sujet, ta gueule, tu dois fermer. Il suffit de voir l'amendement sur le CNC de Mathias Renaud. Tout ce qu'il dit dedans est faux. Et comme il est très évasif, ça donne juste l'impression qu'il n'y a aucune source sur ce qu'il dit. Et toutes les sources disent justement le contraire. Donc si c'est vrai qu'il a fait cet amendement pour aider à redresser le déficit de la France, il faut revoir sa méthodologie et pas se baser juste sur des idées dites à la buvette. En même temps, c'est le gars qui a dit que les Transmusicales à Rennes c'était un festival transsexuel. Je me demande bien ce qu'il va se dire le jour où il découvrira l'existence des transpalettes. Enfin, ce mec ne se renseigne sur rien avant de parler. Oui, mais c'est une personne élue. Et ça change tout. Lui, quand il dit ou propose un truc, c'est quelque chose qui peut avoir un impact fort sur le pays. C'est pas la discussion qu'on a avec Tonton au PMU entre 2 jeux à gratter et la 3e pinte. Oui, j'aime bien l'ambiance des PMU. C'est quoi le souci? Non, rien. Mais il y a des chats qui attendent désespérément tout seuls à la maison pendant ce temps-là. Et pour les personnes qui votent pour ces partis, ça me dérange. C'est quand même des partis qui prônent l'ordre, le travail et un grand rapport à l'histoire. Et vos représentants sont des personnes qui tordent les vérités, les chiffres et l'histoire, ou ne se renseignent sur rien pour dire ce qui leur passe par la tête.
faites? Vous ne pensez pas mériter mieux? Oui, un peu comme quand au primaire de droite Fillon a été élu car c'était le candidat de la droiture propre et sans affaires, et lorsque des affaires de corruption et de travail fictif lui sont tombées sur le dos, les personnes du parti auraient dû exiger de nouvelles élections. Car là, c'était ouvertement du foutage de gueule pour leurs électeurs. D'ailleurs, en parlant de partis politiques, tu as aussi comparé les macronistes à l'URSS. Tu veux dire qu'ils sont communistes? Bah, l'URSS était pas communiste. Mais l'URSS se disait elle-même communiste. C'est pas parce qu'un pays se revendique de quelque chose qu'il l'est, comme la Chine ou la Corée du Nord. Demain, je peux te dire que je suis le maître du monde, seul et unique représentant de la grande litière bien odorante, le dieu le plus puissant parmi les puissants. C'est pas vrai pour autant. La base du communisme, la toute base, c'est que tout le monde gagne autant, que les ressources sont mises en commun. Donc un pays où les petits travailleurs ne gagnent rien mais que les dirigeants vivent dans des lieux luxueux, mangent plus qu'à leur faim et gagnent de gros salaires ou peuvent dépenser comme ils veulent l'argent de l'État, c'est pas du communisme, c'est plus un capitalisme d'État. Mais alors du coup, c'est quoi le rapport avec le parti de Macron? Bah, les paroles qui ont été dites, ce sont des paroles autoritaires. Dire qu'il faut choisir dès la maternelle un boulot ou que ton travail c'est pas pour toi, c'est pour la magie, pour la patrie. Travail, famille, patrie, magie. Pour moi, c'est tout sauf de la liberté. Un travail, c'est fait pour vivre. Le travail, c'est l'exploitation de la personne. Quand tu travailles, tu vends ton temps. Le truc des compétences, c'est juste pour un bonus de salaire. Si tu gagnes pas ta vie en travaillant, je vois pas l'intérêt de faire ce travail. Car la personne qui t'exploite, elle, y gagne sa vie. C'est pour ça que j'aime pas le concept de la valeur travail. Derrière ce terme édulcoré, idéologiquement, la valeur travail, c'est que le travail, c'est le sens de la vie. C'est réellement la définition du terme. Et donc là, ça veut dire que le travail n'est plus une liberté. Ce n'est pas pour toi que tu le fais, mais pour un concept. Genre ta vie ne sert qu'à ton exploitant, la mère patrie ou je ne sais quelle connerie. Ça, c'est pas développé, c'est en fonction de ce que veut dire la personne qui utilise ce terme. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas travailler pour vivre, mais vivre pour travailler. C'est pas un peu proche du concept de l'esclavage, ça, en fait? Parce que s'il faut vivre pour travailler, ça veut dire que ta vie appartient à ton exploitant. Personnellement, je fais une vraie différence entre le travail et l'activité. Une activité, c'est ce que tu choisis. Si on prend pour exemple le jardinage, il y a une haie à tailler. Si tu fais appel à un jardinier, il fera un travail. Mais si tu décides de t'en occuper toi-même ou d'aider ton voisin à le faire parce qu'il est trop vieux pour le faire lui-même, là, c'est une activité. La valeur travail ne va prendre en compte que ce qui a été fait par le jardinier. Pourtant, ce qui aura été fait dans les trois cas, c'est la même chose. En fait, la valeur travail, c'est juste résumer la vie au produit intérieur brut. D'ailleurs, Simon Kuznets, créateur du PIB, était contre garder cet indicateur, car il a été créé en 1934 pour mesurer l'effet de la Grande Dépression sur l'économie. C'était un indicateur provisoire pour une situation exceptionnelle. Cette situation n'existant plus, il est normal que cet indicateur soit obsolète. Et le PIB ne prend pas en compte des choses importantes pour les personnes, comme par exemple la santé. Une radio du bras aux États-Unis, l'hôpital n'étant que privé, elle va coûter environ 36 000 $. Ça, c'est pris en compte comme une rentrée d'argent dans le PIB. En France, si tu l'as fait à l'hôpital public, comme c'est payé par le public, les frais sont pris en compte comme dépenses dans le PIB. Sauf les frais de mutuelle, et si tu n'en as pas, c'est 27,50 €. Et oui, grâce au financement d'État, c'est beaucoup moins cher car l'État achète en gros. Mais dedans n'est pas pris en compte le fait que si t'as pas les moyens de payer aux USA, tu vas laisser traîner et potentiellement ne plus pouvoir travailler car ton bras n'aura pas pu être soigné. Et donc tu auras un travailleur de moins. Sans parler pour la vie de la personne qui sera devenue handicapée. Mais là, je reste juste sur les principes de l'économie. Du coup, se fier au PIB et donc à la valeur travail, c'est juste en avoir rien à foutre du niveau de vie des gens. Et le PIB par personne, c'est encore pire vu que les richesses ne sont pas réparties équitablement par rapport aux personnes dans le pays. À un moment, l'un des plus gros PIB du monde, c'était un pays africain. Je sais plus lequel. Car ce pays revendait du pétrole, des métaux rares et des pierres précieuses. Pour autant, ça restait un des pays avec le plus gros taux de pauvreté. Et ça veut rien dire non plus car les États-Unis ont le plus gros PIB du monde et pourtant c'est aussi le pays le plus endetté du monde et de très loin. Et en France, avec la course au PIB, la pauvreté a augmenté de 15 à 23%. Et c'est possible de faire d'autres choses. Par exemple, le Bhoutan, à une période avant d'être pris par les libéraux, s'est basé sur le cadre du bonheur national brut. Attends, normalement c'était juste un résumé sur France Télé, le CNC et l'intermittence, tu dérives pas sur autre chose, hein? Oui, ça me paraissait juste intéressant de parler de ça vu que l'intermittence c'est du travail. Mais effectivement, je vais m'arrêter avant de partir sur des domaines qui ne sont pas mes compétences. Un employé va voir son patron et lui dit « Monsieur le directeur, il y a une erreur sur ma fiche de paie. Il manque 200 €. C'est normal, répond le patron. Le mois dernier, on vous a mis 200 € de trop et vous n'êtes pas venu me voir. L'employé rétorque « C'est normal, je suis quelqu'un de sympa. Une erreur ça passe, mais 2 c'est trop. » Voilà, ce gros morceau est terminé. Je vais pouvoir revenir sur des choses plus simples de l'audiovisuel et je l'espère ne pas devoir revenir sur des choses politiques à cause de personnes qui disent n'importe quoi.